Il fait toujours nuit sur la planète TRES 2b. Et ce n'est pas une nuit comme chez nous, avec des étoiles qui brillent dans le ciel. Il fait tout noir et extrêmement chaud. TRES 2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus grande que Jupiter, et sa surface absorbe la lumière mieux que le charbon. Cette surface présente des nuances rougeâtres en raison de l'air brûlant qui atteint la température de la lave. Sympa. Dans le système solaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première, car c'est la plus proche de l'étoile, est affreusement différente. 55 Cancri E est si proche de son Soleil que la moitié de sa surface est recouverte d'un océan de lave. Sur l'autre moitié règne une obscurité éternelle. La planète étant en rotation synchrone, elle est toujours tournée dans le même sens par rapport à son Soleil. Entre les deux moitiés de planète, il y a des frontières, des zones de vide complets et angoissants. HD 189733b, je ne répéterai pas, est la seule exoplanète en orbite autour de son étoile. Vue comme ça, elle est assez jolie. La surface est couverte de motifs bleus et blancs. Mais ces couleurs viennent en réalité de particules de silicate contenues dans l'atmosphère, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire, c'est que le vent atteint les 8600 km/h, soit presque égal à Mach 7. Pour avoir un ordre de grandeur, sur Terre, le vent atteint les 408 km/h maximum, soit près de 20 fois moins. Le vert qui se crée dans l'atmosphère traverse donc le ciel à l'horizontale à une vitesse hypersonique et détruit tout sur son passage. Le système suivant, dont je n'essayerai même pas de prononcer le nom, voilà, compte 3 exoplanètes qui sont toutes peu à peu détruites par leur étoile. En effet, il ne s'agit pas d'une étoile normale, mais d'un pulsar, le noyau d'une étoile morte tournant très rapidement sur lui-même. Il émet un fort rayonnement électromagnétique dans toutes les directions, pendant qu'il tourne autour de son axe plusieurs milliers de fois par seconde. Les planètes qui gravitent autour de cette étoile sont peu à peu absorbées et, à terme, disparaîtront complètement. Kepler 70 est une étoile naine bleue, passée par le stade de géante rouge il y a 18 millions d'années. À l'époque, 2 planètes gravitaient autour de Kepler 70, la plus proche des deux étant une géante gazeuse comme Jupiter. Elle s'appelle Kepler 70b et elle existe encore, mais son étoile l'a entièrement consommée et transformée en un amas de roches flamboyants. C'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa surface est plus ardente que celle de notre Soleil. Cette planète a réussi à survivre, mais elle est en train de s'évaporer maintenant et elle pourrait bientôt disparaître. WASP-12b est l'une des planètes les plus tristes et bizarres que l'on connaisse. Son étoile la dévore peu à peu, à cause de sa forte gravité et de la constitution principalement gazeuse de cette planète. WASP-12b a déjà pris une forme ovale, étendue vers son Soleil, et elle ne peut rien y faire. Dans 10 millions d'années, la planète succombera inévitablement à l'appétit vorace de son étoile. Je dis ça juste pour t'instruire. Si tu t'es déjà demandé quel effet ça fait de marcher sur de la glace et sur des charbons ardents en même temps, sache que Gliese 436b peut te faire vivre cette expérience. Cette exoplanète de la taille de Neptune est très proche de son Soleil et atteint des températures extrêmement élevées. Et pourtant, elle est couverte de glace qui brûle régulièrement. La glace est beaucoup plus dense à cause de l'importante gravité de la planète et elle reste donc solide, même dans des conditions extrêmes. La liste de ces mondes terribles ne serait pas complète sans Vénus, la jumelle diabolique de la Terre. La deuxième planète du système solaire a une atmosphère si dense et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Les éruptions volcaniques sont récurrentes, la pression atmosphérique est environ 100 fois plus forte que sur Terre, et les nuages dont j'ai parlé ne sont pas composés d'eau, mais d'acide sulfurique qui se condense et se transforme en pluie. Même si tu étais assez courageux ou assez fou pour avoir envie de traverser ces nuages, tu ne pourrais pas le faire. Le vent y est aussi violent que celui de nos plus puissants ouragans. Un nom très long pour une planète très très froide.
bien que son étoile ne soit pas si éloignée. Il s'agit d'une naine rouge relativement froide, dont la chaleur et la lumière atteignent à peine la planète en question. Les températures là-bas peuvent descendre jusqu'à moins 223 degrés. Pas si loin du zéro absolu. C'est une planète sombre, triste et couverte d'une glace éternelle qui ne fond jamais. Étant donné qu'elle a un noyau rocheux, il se peut qu'elle génère un peu de chaleur et que, sous la surface gelée, se cache un extraterrestre inconnu. Dimidium, une planète située à 50 années-lumière de notre système solaire, est hostile à toute forme de vie pour plusieurs raisons. Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie que l'un de ses côtés fait toujours face à son Soleil et que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud atteint des températures de 980 degrés et des vents constants y soufflent à plus de 1000 km/h. Dimidium a beau être une géante gazeuse, elle contient de grandes quantités de fer qui fond et s'évaporent dans l'atmosphère en créant des nuages où le fer se refroidit et retombe au sol, sous la forme d'une infernale pluie de métal en fusion. L'oxygène est considéré comme un élément essentiel à la vie sur une planète. Mais ce n'est pas le cas pour Osiris. Les chercheurs ont été choqués de constater la présence d'oxygène sur celle-ci, ou plutôt autour d'elle, puisqu'elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. À cause de cette proximité, Osiris est une sorte de fournaise, où tout ce qui peut brûler brûle. Elle a aussi un tour d'orbite très réduit. Un an sur Osiris correspond à 3,5 jours sur Terre. L'atmosphère de la planète est constamment balayée au loin et anéantie par la chaleur de son Soleil. Corotte Exo 3b n'est pas aussi froide ou aussi chaude que les planètes de cette liste. Mais elle est terrifiante à sa façon. C'est une géante gazeuse d'une taille semblable à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. La gravité de cette planète est donc 50 fois plus importante que la gravité de la Terre. Si tu voulais poser le pied sur Corotte Exo 3b, tu serais presque immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est encore une planète four. La température moyenne dépasse les 2200 degrés. Sa surface rocheuse rend le paysage vraiment infernal. Les roches au sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et se transforment en pluie de pierres. Le pire, c'est que Corotte 7b était probablement autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie par la chaleur, laissant seulement ce noyau calciné derrière elle. On pense généralement que les astéroïdes sont les seuls objets flottants dans l'espace, mais des exemples comme celui de OTS 44 nous ont prouvé le contraire. Et ça glace le sang. Imagine une planète environ 11 fois plus grosse que Jupiter, qui erre dans l'espace sans suivre la moindre orbite. Vu sa masse et sa taille gargantuesque, si jamais OTS 44 entrait en collision avec une autre planète, elle la détruirait et continuerait sa route comme si de rien n'était. Encore plus flippant, les chercheurs pensent qu'il existe des millions de planètes semblables qui attendent simplement d'être découvertes. Il n'y a pas de preuves certaines de leur existence, mais en théorie, les planètes de carbone se sont formées quelque part non loin du centre de notre galaxie. Si l'oxygène entrait dans leur atmosphère, il réagirait avec le carbone et se transformerait en CO2, en produisant des nuages noirs toxiques. Au sol, il y aurait des océans de goudron, des geysers de méthane et de pétrole. Il pleuvrait aussi, mais ce ne serait pas exactement une pluie rafraîchissante. Des torrents de pétrole et d'asphalte liquide prendraient feu au contact du sol. Difficile d'imaginer quelque chose qui survivrait dans ces conditions. Avez-vous déjà entendu parler de la planète 9 ? Non, il ne s'agit pas de Pluton. Nous parlons ici d'un astre mystérieux qui entrait les confins du système solaire. Une planète hypothétique dont l'existence reste à confirmer. Les chercheurs la tractent depuis des années. Et aujourd'hui, il semble qu'ils aient enfin trouvé un élément clé pour lever le voile sur ce mystère. Cette insaisissable planète finira-t-elle par révéler ses secrets ? Voyons cela de plus près. La planète 9 est un corps céleste hypothétique qui évoluerait dans les régions les plus reculées de notre système solaire. Depuis plusieurs années, les astronomes tentent de la repérer. Pourtant, son caractère insaisissable ne leur a permis d'identifier que quelques-unes de ses caractéristiques potentielles. Ce que nous savons, c'est que la planète 9 serait immense.
potentiellement jusqu'à 10 fois plus massive que la Terre. Une planète colossale. Elle serait également une voyageuse solitaire, évoluant à la périphérie de notre système solaire. Selon certains scientifiques, la planète 9 pourrait être une mini-Neptune, possédant une atmosphère dense et gazeuse ainsi qu'un noyau rocheux. D'autres avancent l'hypothèse d'une super-Terre glacée, recouverte d'une surface solide et gelée, sous une épaisse enveloppe de gaz d'hydrogène et d'hélium. Et évidemment, puisque son existence même reste à prouver, il est impossible d'affirmer avec certitude à quoi elle ressemble. Peut-être n'est-elle qu'un mythe, à l'image de la petite souris ou du lapin de Pâques, mais pour certains astronomes, il ne fait aucun doute qu'elle se trouve bel et bien quelque part, attendant d'être découverte. Au fond, rien ne nous permet d'affirmer que la planète 9 soit réellement une planète. Il pourrait s'agir d'un trou noir de type particulier, voire d'un objet composé intégralement de matière noire. La quête de la 9e planète a débuté au début du XXIe siècle, lorsque des astronomes ont constaté une anomalie dans les régions les plus éloignées de notre système solaire. Ils ont observé que certains corps célestes lointains, appelés objets transneptuniens, adoptaient des trajectoires inattendues, défiant les modèles établis. Les objets transneptuniens, ou OTN, pourraient être comparés à ces produits oubliés au fond de votre réfrigérateur pendant des années. Ce sont de petits astres glacés qui gravitent au sein de la ceinture de Kuiper, bien au-delà de l'orbite de Neptune. En étudiant ces objets, les scientifiques ont remarqué des comportements inhabituels. D'abord perçus comme de simples anomalies, ces irrégularités ont fini par éveiller les soupçons. Et si une 9e planète, encore invisible, exerçait une influence gravitationnelle sur eux, c'était pas la première fois qu'une telle hypothèse surgissait. Dès le 19e siècle, une recherche similaire avait été menée pour retrouver une supposée planète X. Cette fois, cependant, les astronomes disposaient de technologies bien plus avancées et d'un esprit plus ludique. Ils ont baptisé leur hypothétique planète Planète 9, une appellation jugée plus séduisante que Planète X. Certains ont même lancé le hashtag #PlutoLives en référence au déclassement de Pluton et à la volonté de certains chercheurs de trouver une nouvelle planète pour combler ce vide. Cependant, identifier la planète 9 s'est avéré être un véritable défi. C'est un peu comme tenter de retrouver une chaussette disparue dans un panier à linge, aussi vaste qu'un stade de football. Trop distante et trop peu lumineuse pour être détectée directement, elle échappe aux télescopes les plus puissants. Les astronomes ont donc dû se fier à des indices indirects, tels que les orbites perturbées des OTN, pour tenter de localiser son emplacement. Certains suggèrent même qu'il pourrait s'agir d'une planète errante, échappée d'un autre système, ce qui expliquerait pourquoi elle demeure si insaisissable. Mais ils n'ont pas renoncé. Aujourd'hui encore, les chercheurs scrutent le ciel, s'appuyant sur des télescopes de pointe et des algorithmes sophistiqués pour traquer cette mystérieuse planète. Et vous pouvez garder espoir, chers passionnés d'astronomie, car après des années de recherche, il semblerait que nous ayons enfin trouvé la clé de ce mystère. Le docteur Man Ho Chan, un astronome de l'Université d'éducation de Hong Kong, avance une théorie. La planète 9 ne se contenterait pas d'errer seule, elle pourrait être accompagnée d'une véritable cohorte de lunes. Il s'agirait donc non seulement d'une planète immense, tapie dans les profondeurs de l'espace, mais aussi d'une collectionneuse invétérée. Dans le système solaire externe, les lunes sont monnaie courante. En fait, presque toutes les planètes situées au-delà de la ceinture principale en possèdent au moins une, à l'exception de Mercure et Vénus. La Terre, avec son unique satellite, semble mal lotie en comparaison. Même Pluton, rétrogradé au rang de planète naine, compte plusieurs lunes. Avouez que c'est un peu injuste. En gardant cela à l'esprit, partons à la chasse aux lunes avec la planète 9. La zone située entre la ceinture de Kuiper, saturée de débris rocheux, et le nuage de Oort, où cette planète est censée se cacher, semble être un terrain propice à la récolte. D'après les calculs de Chan, il serait même plus étrange que cette insaisissable planète n'ait aucun satellite. D'après ses estimations, un astre de la masse de la planète 9 devrait avoir capturé au moins une vingtaine d'objets transneptuniens d'environ 150 km de diamètre. Autrement dit, si cette planète existe, elle pourrait être entourée d'un essaim de petites lunes. On pourrait croire qu'elle joue à une version cosmique de Pokémon en capturant ces petits corps célestes. Mais au-delà de l'image ludique, la présence de ces lunes pourrait nous fournir des indices précieux pour localiser enfin cette insaisissable planète. Reste une question. Comment repérer ces minuscules satellites ?
Ce n'est pas comme si l'un d'eux pouvait agiter un drapeau ou diffuser un morceau de Beyoncé pour attirer notre attention. Pourtant, il existe un phénomène bien réel qui pourrait nous aider. Le réchauffement par effet de marée. Le chauffage par marée pourrait évoquer une nouvelle mode en matière de fitness. Mais il s'agit en réalité d'un phénomène scientifique bien réel. Il survient lorsque deux corps célestes évoluent à proximité l'un de l'autre. Les marées ne se limitent pas au mouvement de l'océan. Elles résultent aussi des forces gravitationnelles qui s'exercent de manière inégale sur une planète ou une lune. Lorsqu'un de ces astres orbite suffisamment près de son compagnon, leurs forces gravitationnelles respectives les déforment légèrement, leur donnant une silhouette rappelant un ballon de football. En tournant l'un autour de l'autre, ces variations de forme génèrent des frottements internes, produisant ainsi de la chaleur. Impressionnant! Qui aurait cru que la planète 9 pourrait suivre une routine d'exercice? On devrait peut-être commencer à l'appeler plutôt planète gym. Quoi qu'il en soit, si la planète 9 a des lunes, leur attraction gravitationnelle lui ferait constamment changer de forme, générant ainsi de la chaleur. Et nous pourrions peut-être détecter cette planète mystérieuse grâce à la chaleur produite par ces lunes, même si elles n'émettent aucun autre signal. Avant de vous réjouir trop vite, sachez que les trouver ne sera pas simple. Elles sont minuscules et situées à une distance incroyable de nous. Mais bon, découvrir quelque chose d'important n'est jamais simple, pas vrai? Les scientifiques restent confiants qu'avec les technologies appropriées, ils réussiront à repérer ce signal révélateur. Grâce à des instruments sophistiqués, comme le grand réseau d'antennes, millimétriques, submillimétriques, de l'Atacama, Pan-STARS, ou le futur grand télescope d'études synoptiques, il nous sera plus facile de les repérer. Des alliés de choix, n'est-ce pas? Et si nous parvenons à détecter cette signature thermique, cela pourrait enfin confirmer l'existence de la planète 9. Certes, le processus sera long et ardu, mais la récompense pourrait en valoir la peine. Trouver cette planète pourrait expliquer une grande partie des comportements étranges observés chez les objets transneptuniens, dans la ceinture de Kuiper et au-delà. Comme on l'a déjà signalé, ces derniers ont adopté des comportements bizarres récemment, s'inclinant et s'alignant de manière étrange. Tout cela pourrait résulter de l'attraction gravitationnelle de la planète 9. Mais si cette planète n'existe pas, il nous faudra encore trouver une explication à ce comportement. La recherche de la planète 9 est sans doute l'une des aventures les plus palpitantes et fascinantes de l'astronomie contemporaine. C'est un peu comme une chasse au trésor cosmique et tout le monde est invité à y participer. Alors, saisissez vos télescopes et lançons-nous à la recherche de cette planète. Qui sait, peut-être la trouverons-nous plus tôt que prévu. Tu regardes le ciel nocturne. Waouh! Pendant une grande partie de notre histoire, nous avons cherché la vie parmi ces étoiles et les planètes qui tournent autour. Mais l'espace a aussi des yeux, et il y a peut-être quelqu'un là-haut qui nous regarde. Les scientifiques affirment qu'au moins 29 planètes lointaines pourraient nous observer en ce moment même. Alors recoiffe-toi et affiche ton plus beau sourire. Jusqu'à présent, nous avons identifié dans la Voie lactée au moins 1715 systèmes d'étoiles voisines qui pourraient détecter notre planète avec des télescopes conventionnels. Ces étoiles sont situées dans notre galaxie, donc si elles pointaient leur télescope vers notre Soleil, tôt ou tard, elles verraient un petit point qui passe entre notre étoile natale et l'observateur. C'est ce qu'on appelle un transit. C'est une méthode de détection des planètes en astronomie. Tu peux d'ailleurs observer les phénomènes de transit directement chez toi avec un télescope. Tu dois le pointer vers le Soleil et attendre. Ensuite, tu verras Mercure. C'est la planète la plus proche du Soleil. Et maintenant, tu la vois comme un petit point. Le processus de transit de Mercure peut durer environ 5 heures. Et ce phénomène se produit environ 14 fois par siècle. Tu pourras observer le prochain transit le 13 novembre 2032. Marque-le bien dans ton agenda. De même, tu peux observer Vénus, la deuxième planète la plus proche du Soleil. Mais comme elle est plus éloignée, ces transits sont moins fréquents. Les derniers ont eu lieu en 2004 et 2012. Les deux prochains sont attendus en 2117 et 2125. Nous ne serons probablement plus là. Ces systèmes stellaires ont donc la possibilité d'observer notre planète. Mais les télescopes à longue portée fonctionnent un peu différemment. En fait, l'observateur ne verra pas un point noir avec le Soleil en arrière-plan. Le télescope mesurera la luminosité de notre étoile.
Lorsque la Terre commencera son transit entre le Soleil et l'observateur, le télescope enregistrera une légère baisse de la luminosité de l'étoile, car notre planète bloquera la trajectoire des rayons du Soleil. Les scientifiques de ces civilisations extraterrestres lointaines pourront calculer cette baisse de luminosité et déterminer la taille de notre planète. Mais les plus de 1700 systèmes stellaires ne sont pas tous susceptibles d'abriter une vie extraterrestre. Les scientifiques ont réduit ce nombre à 29 planètes situées près de certaines de ces étoiles. Elles sont potentiellement habitables. Cela signifie que ces planètes ont à peu près la taille de la Terre et se trouvent dans la zone habitable de leur étoile hôte. Cela signifie qu'elles ne sont pas trop proches de l'étoile, donc il n'y fait pas trop chaud pour une vie potentielle. L'eau ne s'y évapore pas comme dans une marmite bouillante. Elles ne sont pas non plus trop éloignées, donc il ne fait pas trop froid, et l'eau ne gèle pas en d'épaisses couches de glace. Et comme l'eau est la source de la vie, nous pouvons supposer que la civilisation pourrait y exister. En théorie, ces planètes ont pu observer des transits de la Terre au cours des 5000 dernières années. Donc pendant que nous construisions les pyramides de Gizeh ou Stonehenge, une civilisation extraterrestre nous observait peut-être. L'une de ces planètes se trouve à seulement 11 années-lumière de nous. Près de l'étoile Ross 128, une naine rouge dans la constellation de la Vierge, se trouve une exoplanète qui fait environ 2 fois la taille de la Terre et qui se trouve en plein dans la zone habitable de son étoile hôte. En théorie, les habitants de cette planète pourraient voir la Terre transiter régulièrement devant le Soleil pendant 2000 ans. Mais il y a environ 900 ans, la planète a perdu sa position et ne peut plus continuer à observer. L'autre planète depuis laquelle on peut voir la Terre transiter se trouve à 12,5 années-lumière, près de l'étoile appelée Teegarden. La fenêtre pour observer notre planète s'ouvrira là-bas dans environ 29 ans. Nous misons beaucoup sur le système stellaire TRAPPIST-1. Il abrite au moins 7 exoplanètes, presque comme notre propre système solaire. Et 4 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable de l'étoile. Mais elles ne pourront commencer à observer la Terre que dans 16 siècles. Mais nous pouvons d'ores et déjà essayer d'entrer en contact avec ces planètes. Elles sont toutes assez proches de nous pour capter nos signaux radio. Les ondes radio peuvent voyager dans l'espace à la vitesse de la lumière, et notre planète émet des signaux radio de façon continue depuis 1895. Nous sommes donc un peu comme des voisins bruyants dans le spectre radio. S'il y a quelque part une planète avec une civilisation intelligente à moins de 125 années-lumière de nous, notre bruit radio les aurait déjà atteints. Le seul problème est qu'il faudrait à peu près le même temps pour obtenir une réponse de cette civilisation. L'autre problème de la radio est que toute civilisation l'utilise pendant une période relativement courte. Même aujourd'hui, sur Terre, nous utilisons davantage le Bluetooth et la fibre optique que la radio, sauf peut-être pour les bulletins de circulation. Et avec le temps, tout le bruit radio que nous créons disparaîtra tout simplement. De plus, la communication radio suppose qu'une civilisation extraterrestre soit suffisamment avancée pour utiliser cette technologie. Mais qui sait, il y a peut-être des formes de vie dans l'espace qui sont vraiment différentes des nôtres. Nos signaux radio auraient déjà pu atteindre cette planète, mais ses habitants ne sont tout simplement pas capables de les recevoir. Et dès que ces formes de vie construiront des antennes pour recevoir le signal, nous ne les émettrons plus. Mais nous ne perdons pas espoir, et nous envoyons même des signaux radio cryptés dans l'espace pour communiquer avec des civilisations extraterrestres. En 1974, nous avons envoyé le message d'Arecibo dans l'espace interstellaire. Si une civilisation parvient à le déchiffrer, elle obtiendra un rectangle comme celui-ci. Il contient toutes les informations sur l'humanité. En haut, il y a notre système de numérotation, puis les numéros atomiques, et puis notre ADN, qui est illustré ci-dessous. Puis l'être humain lui-même, bien sûr. En dessous se trouve un diagramme de notre système solaire. La Terre, la 3e planète, en partant du Soleil, est légèrement surélevée. C'est ainsi que la civilisation extraterrestre comprendra de quelle planète provient ce message. Ci-dessous se trouve un diagramme du radiotélescope d'Arecibo lui-même. Une autre option pour transmettre un message à une planète lointaine est d'y envoyer littéralement un courrier. Il pourrait s'agir d'une sonde spatiale, et nous l'avons déjà fait. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Elles ont été lancées en 1977 et sont toujours opérationnelles. En 2012, Voyager 1 est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme dans l'espace interstellaire. Il voyage vers des étoiles lointaines et transporte un message écrit sur un disque d'or.
Le disque contient des salutations dans 55 langues de la Terre, beaucoup de musique provenant de différentes parties de notre planète, des sons différents comme le bruit de l'océan, des voix humaines et des sons d'animaux. De plus, il y a 116 images sur le disque, comprenant des photos de personnes et de paysages terrestres. Sur ces images, il y a des informations sur le Soleil et notre ADN. Le boîtier du disque contient des instructions et une aiguille pour lire le disque. Il y a aussi une carte des pulsars de notre galaxie pour que les astronomes d'une civilisation extraterrestre puissent trouver notre système solaire. Le principal inconvénient d'envoyer un message de cette façon est le temps. Voyager 1 atteindra son premier arrêt, l'étoile Gliese 445, dans 40 000 ans. Voyager 2 atteindra l'étoile Ross 248 dans 42 000 ans. Et dans environ 296 000 ans, il dépassera Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. De plus, une civilisation extraterrestre peut nous détecter avec des calculs et des formules. Il suffit d'observer un peu le Soleil. Dans les systèmes stellaires avec des planètes, l'étoile haute ne reste pas immobile, elle tourne autour d'une petite orbite. C'est parce que l'étoile lourde attire la planète. Mais la planète a aussi sa propre gravité et résiste. Cela déplace un peu l'étoile et la fait tourner sur son orbite. Une civilisation extraterrestre peut calculer ce déplacement du Soleil et déterminer la masse des planètes proches de l'étoile. En utilisant une telle méthode, les astronomes ont pu trouver 548 exoplanètes. Supposons que nous ayons établi un contact avec une civilisation extraterrestre près de l'étoile la plus proche, Proxima Centauri. Il y a bien une exoplanète là-bas, mais les radiations de l'étoile haute détruiraient toute forme de vie. Mais imaginons que nous recevions quand même un signal de retour. Ce serait la conversation la plus lente de l'histoire, car notre message mettrait 4,2 années pour atteindre la planète, et nous devrions attendre encore 4,2 années pour recevoir une réponse. Bref, nous avons résolu de nous rencontrer. Cette civilisation ne sait pas comment voler dans l'espace. Nous devons donc faire le premier pas. Bien que Proxima Centauri soit l'étoile la plus proche du système solaire, il faut environ 73 000 ans pour y aller avec une fusée conventionnelle. Nous devons donc apprendre à voyager à la vitesse de la lumière, mais même dans ce cas, il faudrait encore 4,2 années pour y aller. Imaginons que nous trouvions une vie extraterrestre de l'autre côté de la Voie lactée. Notre galaxie fait 100 000 années-lumière de diamètre. Le voyage d'un bord à l'autre prendrait donc 100 millénaires. Nous devons donc soit tricher avec les lois de la physique, soit transférer toute la civilisation humaine dans un vaisseau spatial géant qui voyagera d'étoile en étoile pendant des milliers d'années. Et lorsqu'il décollera de la Terre, seuls les lointains descendants du premier équipage pourront voir un autre système stellaire depuis le hublot du vaisseau spatial. À la frontière de notre système solaire se trouve une région froide et énigmatique appelée le nuage d'Oort. Cette zone hypothétique, immense et glacée, est supposée envelopper le Soleil d'une multitude d'objets gelés. Selon les estimations, elle s'étendrait à une distance phénoménale de 2000 à 5000 unités astronomiques. À titre de comparaison, l'orbite de Pluton oscille entre 30 et 50 unités astronomiques de notre étoile. Dans cet espace glacial, une planète vagabonde pourrait en effet se cacher en ce moment même. C'est du moins ce que suggèrent des recherches récentes. Ces corps célestes sont appelés planètes errantes, parce qu'elles ne gravitent pas autour d'une étoile. Elles dérivent à travers la galaxie, isolées et indépendantes. Dépourvues d'étoiles pour les illuminer, elles n'expérimentent ni jour ni nuit, mais évoluent dans une obscurité perpétuelle. Les planètes vagabondes sont généralement expulsées de leur système d'origine, contraintes à une existence solitaire, orbitant uniquement autour du centre galactique. Parmi les milliers d'exoplanètes identifiées en dehors de notre système solaire, une douzaine seulement sont connues pour évoluer sans étoiles et voguer de façon autonome. Toutefois, les scientifiques estiment qu'il pourrait exister des milliards, voire des milliers de milliards, de ces planètes solitaires dans la Voie lactée. Si ces prévisions s'avéraient justes, cela impliquerait que notre galaxie abrite davantage de planètes errantes que d'étoiles. En 1907, un astronome entreprit une quête fascinante, celle de la planète X. Il s'agissait d'un hypothétique corps céleste, de taille gigantesque, qui évoluerait au-delà de l'orbite de Neptune.
Cet astronome était persuadé de l'existence de cette planète en raison des anomalies qu'il avait observées dans les orbites d'Uranus et de Neptune. Ses travaux ont conduit, en 1930, à la découverte de Pluton. Cependant, la petite taille de cette planète naine s'est révélée insuffisante pour expliquer les perturbations gravitationnelles observées, particulièrement en ce qui concerne l'orbite d'Uranus. De nos jours, l'hypothèse de la planète X est largement rejetée. Pourtant, cela n'a pas découragé les astronomes, qui continuent à scruter les confins de notre système solaire à la recherche de nouveaux mondes. Fait surprenant, une étude récente suggère qu'une ou même plusieurs planètes pourraient se trouver à des distances bien plus grandes que celles envisagées jusqu'ici. Un groupe international de scientifiques a récemment modélisé les dynamiques célestes instables qui caractérisaient le système solaire primitif. Leurs simulations suggèrent que quelques corps de la taille d'une planète pourraient s'être immobilisés dans le nuage d'Oort. En effet, il y a environ 4,5 milliards d'années, alors que le système solaire se formait, l'environnement était particulièrement chaotique et instable. La gravité projetait des fragments de la nébuleuse protosolaire en cours de refroidissement dans toutes les directions, tels des balles de tennis cosmiques. Parfois, des morceaux plus imposants, certains atteignant la taille d'une planète, étaient éjectés si loin qu'ils parvenaient à échapper complètement à l'attraction gravitationnelle du Soleil, devenant ainsi ce que l'on appelle des planètes errantes. De tels corps ont été identifiés dans des systèmes exoplanétaires éloignés. Cependant, les chercheurs estiment qu'il existe une probabilité de seulement 0,5% pour qu'une ou plusieurs de ces planètes se soient formées dans notre système solaire avant de dériver jusque dans le nuage d'Oort, après s'être affranchies de l'attraction solaire. Par ailleurs, un scénario légèrement plus plausible serait qu'une planète errante, comparable en taille à Neptune, ait été capturée par la gravité du Soleil depuis un autre système stellaire. Elle aurait ensuite trouvé une position stable quelque part dans le nuage d'Oort. Les chercheurs évaluent cette probabilité à 7%. Si tel était le cas, un objet similaire à la mystérieuse planète X pourrait bel et bien se cacher à la périphérie de notre système solaire. Cependant, sa distance extrême l'empêcherait d'exercer une influence gravitationnelle mesurable sur l'orbite de Neptune. Malgré tout, la plupart des scientifiques s'accordent à penser que le nuage d'Oort se compose d'une multitude de petits objets glacés. Toutefois, en raison de l'immensité de cette région et de la distance considérable qui nous en sépare, il est possible que nous ne parvenions jamais à révéler véritablement les secrets qu'elle recèle. Notre système solaire pourrait cacher d'autres planètes dans sa poche. Nous connaissons officiellement 8 planètes, mais elles ne sont pas les seules à avoir survécu à la formation chaotique de notre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Les astronomes disent qu'il y a 3 catégories de planètes dans notre système solaire. Nous appartenons à la première, les 4 planètes rocheuses intérieures qui tournent paisiblement autour du Soleil. Elles sont situées dans la ceinture principale d'astéroïdes qui sépare Mars de Jupiter, qui fait partie de la deuxième catégorie. Celle-ci est constituée d'un groupe de planètes situées dans le système solaire externe, les géantes gazeuses. Ces planètes ont d'énormes quantités de glace et de gaz tout autour de ce que les scientifiques pensent être leur noyau rocheux. Le troisième groupe se trouve au-delà de la zone où se trouvent nos planètes locales, quelque part après Neptune. C'est le domaine où l'on trouve des planètes naines comme Pluton, Eris et Sedna, et de nombreux corps spatiaux plus petits comme les comètes. Mais de nouvelles découvertes indiquent que quelque chose d'autre pourrait se cacher dans l'obscurité, en plus des planètes naines et des petits corps spatiaux. Peut-être même une nouvelle planète. Selon les modèles élaborés par les scientifiques, notre système solaire externe comptait autrefois une ou plusieurs planètes rocheuses de la taille de Mars ou de la Terre. Avec le temps, ces roches errantes ont interagi avec les larges champs de gravité de nos géantes gazeuses. Cela les a projetées sur une orbite lointaine, loin du voisinage. La question est de savoir si l'une de ces planètes de la taille de Mars a survécu et pourrait vraiment être quelque part là-bas. Les scientifiques ont réalisé des simulations pour voir ce qui pourrait se passer. Elles ont montré que dans la moitié des cas où les planètes interagissent avec la gravité des géantes gazeuses, elles sont éjectées dans l'espace interstellaire. Dans l'autre moitié, il reste des objets libres de masse planétaire dont l'orbite est similaire à celle des objets de la ceinture de Kuiper. Il n'y a plus qu'une chose à faire, les dénicher. Les astronomes ont trouvé la planète la plus solitaire de l'univers. Ils essayaient de trouver des naines brunes très lointaines, appelées étoiles ratées, car elles ne deviennent jamais assez grosses pour briller. Les étoiles naissent avec de grandes masses, ce qui signifie qu'elles ont aussi une forte autogravité.
L'étoile se comprime sur elle-même, cela provoque des températures internes élevées et permet à l'étoile de briller. Mais au lieu de cela, ils ont trouvé une vagabonde solitaire. La planète est âgée de 50 à 120 millions d'années et sa température en surface est de 400 degrés Celsius. Comparé aux étoiles, c'est froid. Au début, les scientifiques ont pensé qu'il pouvait s'agir d'une étoile naine brune, mais si c'était le cas, elle serait beaucoup plus vieille. Cette planète sans étoiles flotte dans l'espace et passe à seulement 130 années-lumière de notre planète. Notre galaxie, la Voie lactée, fait 100 000 années-lumière de large, donc c'est relativement proche. Ce voyageur solitaire est en fait une géante gazeuse 4 à 7 fois plus grosse que Jupiter. Elle a peut-être été expulsée de son propre système solaire à cause des forces gravitationnelles ou entrant dans l'orbite d'une autre planète, où elle s'est formée loin de son étoile mère. Bien au-delà de Pluton, aux confins de notre système solaire, il existe un corps spatial à peu près aussi grand que Pluton, mais un peu plus froid et beaucoup plus dense. C'est probablement un gros corps rocheux recouvert d'un mince manteau de glace. C'est la planète naine Eris. Pluton et Eris occupent tous deux la ceinture de Kuiper, qui est l'anneau le plus reculé des corps spatiaux glacés qui se trouve au-delà de Neptune. Une journée dure 25,9 heures, assez semblable à celle de la Terre. Mais Eris fait le tour de notre Soleil 3 fois plus loin que Pluton, ce qui signifie que son année est assez longue. 557 années terrestres. Eris a une surface brillante et glacée. C'est l'un des corps les plus réfléchissants de notre système solaire. Il renvoie plus de 95% de la lumière qui le frappe. Quelque part, encore plus loin, il y a un super Saturne, beaucoup plus grand que Jupiter ou Saturne. C'est une exoplanète, c'est-à-dire une planète qui tourne autour d'une étoile différente de notre Soleil. Super Saturne se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule exoplanète que nous connaissons avec des anneaux similaires à ceux de Saturne. Elle possède en fait un énorme système d'anneaux, 200 fois plus grand que ceux de Saturne. Il y a plus de 30 anneaux, chacun d'entre eux ayant un diamètre de plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Il existe des vides dans les anneaux, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des satellites intéressants, exolunes, dans les environs. Si ce super Saturne pouvait échanger sa place avec notre Saturne normal, ces anneaux occuperaient complètement notre ciel. Tu pourrais lever les yeux et les voir facilement. La vue serait incroyable, car ils apparaîtraient bien plus gros qu'une pleine lune. Les scientifiques ont trouvé des milliers de planètes en dehors de notre système solaire. Certaines sont denses comme du fer, tandis que d'autres sont aériennes et légères. Et puis, il y a le monde des eaux, un monde humide plus grand que la Terre et plus petit qu'Uranus, à 40 années-lumière de nous. C'est une planète aquatique entourée d'une épaisse atmosphère, d'un diamètre 2,7 fois supérieur à celui de la Terre et presque 7 fois plus lourde que notre planète. Elle s'est probablement formée dans un endroit plus éloigné de son étoile où il y avait beaucoup d'eau glacée, mais a ensuite migré vers le lieu où elle se trouve aujourd'hui. Sa température en surface est de 230 degrés Celsius, ce qui est trop chaud pour accueillir la vie comme sur Terre. Elle contient également beaucoup moins de roches et beaucoup plus d'eau que notre planète. Imagine une planète sans terre, mais avec des océans sans fin couvrant toute sa surface. Les hautes pressions et températures formeraient des éléments tels que l'eau superfluide ou de la glace chaude, des matériaux assez exotiques que nous ne pouvons pas voir sur notre planète. Gliese 436b. Il s'agit d'une exoplanète de la taille de Neptune, située à 30 années-lumière de notre planète. Elle effectue une orbite complète autour de son étoile en un peu plus de 2 jours. Cette planète défie les lois de la physique. En effet, elle tourne autour de son étoile, qui est plus petite, plus froide et moins lumineuse que notre Soleil, à une distance 15 fois plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. Lorsque nous pensons à la glace, nous imaginons un cube gelé, peut-être dans un verre de jus de fruits. Mais cette planète a une surface glacée, même si la température est de 526 degrés Celsius. Cette température est bien supérieure au point de fusion, mais la glace reste solide et brûlante. Cela se produit à cause de la très forte gravité. Elle compresse la vapeur d'eau dans l'atmosphère en glace solide. La pression ici ne permet pas à la glace de fondre, peu importe la chaleur de la surface. Maintenant, imagine être sur une planète mystérieuse et qu'il se mette à pleuvoir tout à coup. Des saphirs et des rubis. Une exoplanète lointaine, une géante gazeuse située à 1000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Cygnus et 16 fois plus grande, possède une météo spécifique avec des tempêtes assez violentes. Et donc oui, des rubis et des saphirs sont répartis sur la planète lorsqu'il pleut.
Du côté obscur de la planète, il y a une grande quantité de corindon dans l'atmosphère. Et le corindon est le matériau dont sont faites les pierres précieuses comme les saphirs et les rubis. Les nuages de corindon donnent une vue assez incroyable. La planète est en proie à des vents violents qui se transforment souvent en tempêtes puissantes qui poussent d'énormes masses de ces nuages à travers la planète. Bien que celle-ci soit inhabitable, il serait certainement intéressant de venir y ramasser quelques pierres précieuses. Le climat y est tout de même assez sauvage et les températures dépassent les 2500 degrés Celsius. En comparaison, Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire et sa température n'est que de 475 degrés Celsius. En regardant l'étendue de l'espace, tu peux voir un beau petit point bleu dans l'obscurité sans fin. Il s'agit d'une exoplanète située à 63 années-lumière de nous, dans la constellation de Vulpecula. Mais elle est beaucoup plus chaude et plus grande que notre maison, environ la taille de Jupiter, et complète l'orbite autour de son étoile haute en seulement 2,2 jours terrestres. Cette orbite est si proche que la planète est très probablement bloquée par les marées. Cela signifie qu'elle montre toujours une seule face à son étoile, comme notre Lune montre toujours une face à la Terre. Le temps ici est fou, les vents soufflent jusqu'à 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Le vent le plus rapide sur Terre n'atteint que 370 km/h. Et il y a mieux, la pluie ici n'est pas faite d'eau, mais de verre fondu. Les nuages sont constitués d'atomes et de particules de silicate. Ils sont l'élément clé qui donne à la planète sa couleur bleu cobalt et non pas le reflet des océans, ce qui est le cas de la Terre. Autrefois, la Terre était violette. Aujourd'hui, même lorsque tu nous regardes depuis l'espace, tu vois beaucoup de vert. Le vert que nous voyons dans la nature est dû à la photosynthèse. Le processus par lequel les plantes transforment l'énergie provenant du soleil en énergie dont elles ont besoin pour vivre et pour produire de l'oxygène pour nous. La partie principale du processus qui donne aux plantes leur couleur verte est le pigment chlorophylle. Il y a longtemps, à la place de la chlorophylle, il existait une molécule appelée rétinal. Ces pigments absorbaient la lumière jaune et verte et la transformaient en rouge et bleu, de sorte que la Terre était plus violette. Et puis il y a une planète rose très loin de nous. 4 fois plus grosse que Jupiter, c'est une exoplanète récemment formée, âgée d'environ 160 millions d'années. À titre de comparaison, la Terre a 4,5 milliards d'années. Si nous pouvions y aller, nous verrions un monde incroyable qui brille par la chaleur de sa formation. Tout ce qui t'entoure serait de couleur magenta. Pendant des milliers d'années, les hommes ne connaissaient que les planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qu'ils pouvaient observer à l'aide de simples télescopes ou même à l'œil nu si les conditions étaient réunies. Mais en 1781, un célèbre astronome, Sir William Herschel, a découvert une nouvelle planète de couleur bleu glacé. Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une étoile, mais par la suite, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une planète. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'Uranus, une planète qui se trouve plus de 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre. Elle est si loin qu'il lui faut 84 ans pour faire le tour du Soleil. Cet astronome a également découvert de nombreuses autres choses intéressantes dans l'espace, comme des étoiles doubles et des nébuleuses. Au milieu du 19e siècle, les savants ont remarqué que quelque chose tirait Uranus et modifiait étrangement son orbite. Ils ont pensé qu'il devait exister une autre planète dans l'espace, et ils ont fait appel aux mathématiques pour prédire où elle se trouverait. Finalement, ils ont découvert Neptune à l'aide d'un télescope en 1846. Elle était trop peu visible à l'œil nu en raison de son éloignement du Soleil. Tout cela était si excitant. Qui sait combien d'autres planètes pourraient se trouver là, tapis dans l'obscurité de notre propre système solaire. Au milieu du 19e siècle, des astronomes ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une petite planète tellurique, nommée Mercure, se comportait de manière bien étrange. Elle ne suivait pas l'orbite prévisible que l'on attendait d'elle. L'un des astronomes se trouvait être un brillant scientifique français, Urbain Le Verrier. Il a émis une théorie selon laquelle il pourrait bien se trouver une autre planète dans notre système solaire que personne n'avait encore découverte, et elle serait située quelque part entre Mercure et le Soleil. Cette planète hypothétique, qu'il a baptisée Vulcain en référence au dieu romain de la forge, aurait une surface incroyablement chaude, et elle pourrait constituer une explication potentielle au comportement étrange de Mercure. Il n'a jamais vraiment prétendu que Vulcain était la seule chose capable de perturber l'orbite de Mercure. Mais excités par la possibilité de découvrir une nouvelle planète, les astronomes du monde entier se sont emparés de l'idée.
Les gens se sont alors engagés dans une grande quête d'informations au sujet d'une planète qui n'existait pas. Certains savants ne pensaient pas qu'il était possible qu'ils aient pu manquer une autre planète aussi grande que Mercure. Il aurait été difficile de ne pas la remarquer jusqu'à ce moment. Mais il y existait une infime chance qu'une planète plus petite existe à l'intérieur de l'orbite de Mercure et qu'elle soit trop proche du Soleil pour que quiconque puisse la voir. Selon une théorie, elle se trouverait à environ 13 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus excentrique de notre système stellaire, mais le point le plus proche du Soleil est d'environ 28,5 millions de kilomètres. Vulcain se trouverait donc à moins de la moitié de cette distance. Si cette planète existait, elle orbiterait autour du Soleil tous les 19 jours et 17 heures, et sa trajectoire serait inclinée d'environ 12 degrés par rapport à celle des autres planètes de notre système solaire. La position de Vulcain, à son point le plus éloigné du Soleil, serait encore trop proche de celui-ci pour être vue à l'œil nu, même au crépuscule. La seule chance de voir Vulcain serait lors d'une éclipse solaire, ou lorsqu'elle passerait elle-même devant l'astre, ce qui, selon cette théorie, se produirait 2 à 4 fois par an. Selon cette même théorie, la mystérieuse planète était si proche du Soleil qu'elle ne pouvait être vue que lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune bloquait l'aveuglement du Soleil. Ainsi, à chaque éclipse, les astronomes scrutaient le Soleil dans l'espoir d'apercevoir Vulcain. Ils ont eu beau essayer, mais quoi qu'ils fassent, ils n'ont jamais pu trouver cette mystérieuse planète. Certains astronomes affirmaient à l'avoir repérée lors d'éclipses, mais personne n'a jamais pu le confirmer ou en apporter la preuve. La théorie de Vulcain a peu à peu sombré dans l'oubli. Einstein avait une autre idée en tête. Tu connais sa théorie de la relativité générale, n'est-ce pas ? C'est là qu'il a affirmé que la gravité n'était pas une sorte de force naturelle, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps, due à la présence de corps spatiaux supermassifs, comme les planètes et les étoiles. Les planètes tournent autour du Soleil, dans leur orbite habituelle, parce que l'espace-temps est courbé, ce qui signifie que les planètes tombent en quelque sorte vers l'étoile centrale de notre système solaire. Et Einstein a tenté d'expliquer l'orbite inhabituelle de Mercure, à l'aide de sa propre théorie de la relativité. Contrairement aux autres planètes de notre système solaire, l'orbite de Mercure n'était pas circulaire. Au lieu de cela, elle semblait osciller légèrement, comme si une force invisible l'attirait. Selon Einstein, ce phénomène aurait pu être dû à la gravité colossale de notre Soleil qui courbe la fabrique de l'espace-temps autour de lui. Selon lui, il était possible que cela modifie légèrement l'orbite de Mercure. Il aura fallu un certain temps à la communauté scientifique pour éprouver cette théorie, mais elle s'est finalement imposée comme l'explication la plus plausible. Bien que la théorie d'Einstein ait fourni une explication plus élégante à l'étrange orbite de Mercure, certains scientifiques continuaient à croire en Vulcain. Il était d'autant plus difficile d'abandonner l'idée que Mercure est également la planète la plus difficile à observer d'où nous nous trouvons. Et par la suite, de plus en plus de chercheurs ont commencé à accepter la théorie d'Einstein en dépit de leurs convictions. Puis, ils ont attendu une éclipse solaire totale, afin de tester la théorie de la relativité d'Einstein, et non plus à cause de Vulcain. Vulcain n'est d'ailleurs pas la seule planète hypothétique dont tout le monde ait un jour parlé. Depuis l'ère moderne, certains estiment qu'une planète mystérieuse pourrait se tapir dans la partie extérieure de notre système solaire. Mais celle-ci a plus de chances d'exister. Personne ne l'a encore observée directement, mais des simulations informatiques montrent que cette prétendue planète 9 ou planète X se trouverait probablement quelque part au-delà de Neptune. Neptune et la planète X pourraient être de taille similaire. Cette dernière pourrait donc être 10 fois plus massive que la Terre et orbiter autour de notre Soleil en suivant une courbe elliptique, qui serait en moyenne 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune. Une année pourrait y durer entre 10 000 et 20 000 années terrestres. À titre de comparaison, une année sur Neptune dure 165 années terrestres. Un objet de cette taille, se déplaçant par-delà Neptune, pourrait expliquer les orbites étranges de certains objets dans la ceinture de Kuiper. Cette ceinture est la zone de notre système solaire qui se situe au-delà de Neptune et de son orbite. On y trouve très probablement de nombreux astéroïdes, des comètes et d'autres corps plus petits, principalement constitués de glace. Il existe une autre planète hypothétique, baptisée Nibiru. Tu te souviens de ces rumeurs de fin du monde en 2012 ? L'un des scénarios les plus populaires était celui de Nibiru qui, d'après certains,
était censé frapper notre planète à la fin de l'année. Bien sûr, rien ne s'est produit, nous sommes toujours là, mais l'idée de Nibiru semblait intéressante. Ces histoires ont commencé en 1976, lorsqu'un homme du nom de Zecharia Sitchin a mentionné Nibiru dans son livre « La 12e planète », affirmant qu'elle orbitait autour du Soleil tous les 3600 ans. Mais il n'existe aucune chance qu'une planète avec une orbite aussi excentrique ne perturbe pas les autres planètes de notre système solaire avec sa propre gravité. Et si elle s'approchait vraiment si près de la Terre en 2012, nous étions censés pouvoir la distinguer à l'œil nu. Des calculs simples ont montré que Nibiru aurait été presque aussi brillante que Mars dans sa plus faible luminosité, et plus brillante que les étoiles les plus faibles que l'on puisse observer en ville. Peut-être aurons-nous plus de chance dans les 3500 ans à venir. En 2011, une comète du nom d'Helena est apparue, et dont beaucoup ont pensé qu'elle pouvait être la fameuse Nibiru. Mais lorsqu'on observe les comètes et les planètes au télescope, on s'aperçoit qu'elles ont une apparence différente. La comète possède une chevelure, qui est une atmosphère gazeuse, ainsi qu'une queue, ce dont une planète est dépourvue. De plus, cette comète n'a pas percuté la Terre. Elle s'est approchée trop près de notre Soleil, puis s'est désintégrée. Les débris restants continueront à se déplacer vers le système solaire externe pendant les 12 000 prochaines années. Il existe sur Mars une structure intrigante, un carré. Un carré presque parfait, isolé au milieu de l'infini désert rouge. Et il paraît trop impeccable, trop rigoureusement dessiné, pour être d'origine naturelle. Le chaos règne dans la nature, qui confère rarement aux choses un aspect si délibéré. Serait-ce Bob l'éponge? Allons donc. Dès que l'image est apparue, Internet s'est enflammé, comme à son habitude. Elle s'est répandue à toute vitesse sur les réseaux sociaux, alimentant une avalanche de théories. Certains y ont vu la preuve irréfutable qu'une civilisation intelligente avait jadis foulé les dunes martiennes. Examinons cela d'un peu plus près. L'image est bien réelle, et la formation qu'elle montre est très ancienne. Elle a été capturée en 2001 par la caméra Mars Orbiter de la NASA, immortalisant un infime fragment du paysage martien. Et là se trouvait notre carré. S'agit-il là d'une trace laissée par une intelligence? Mars est aujourd'hui un monde désertique, baigné de rouille et de silence. Mais il fut peut-être, dans un lointain passé, une planète très différente, parcourue de fleuves tumultueux, bordée de vastes océans et survolée de lourds nuages. Dans un environnement aussi propice, la vie, si elle en a eu l'opportunité, aurait pu s'établir. Et il se pourrait bien qu'elle l'ait fait. Les scientifiques estiment qu'une forme de vie aurait pu exister sur Mars pendant une courte période, comprise entre 4,1 et 3 milliards d'années. Elle aurait émergé durant l'époque noachienne et perduré jusqu'à la fin de l'époque hespérienne. Pendant ce temps, sur Terre, les premiers océans n'en étaient qu'à leur genèse. La vie y balbutiait encore, sous forme de bactéries microscopiques nichées dans les cheminées hydrothermales des profondeurs marines. Tandis que Mars baignait déjà dans l'eau, notre planète ne connaissait ni flore, ni faune, uniquement une vie primitive luttant pour exister. Ainsi, Mars a pris une avance décisive dans la course à l'émergence de la vie. Son atmosphère, bien plus dense, aurait pu retenir suffisamment de chaleur pour maintenir l'eau à l'état liquide. Les vastes réseaux de vallées, ces cicatrices monumentales dans le paysage rouge, témoignent d'une histoire marquée par les pluies, les fleuves et les lacs. Et de gigantesques astéroïdes continuaient de percuter la planète, emportant peut-être avec eux des molécules organiques. Mais si cela est fondé, que s'est-il donc produit? Et où la vie est-elle passée? Une étude récente de la NASA révèle que la situation est plus complexe qu'on ne le pensait. Les astronomes imaginaient qu'un bouleversement avait frappé Mars, un événement cataclysmique, et son doux climat se serait évanoui. Son atmosphère se serait raréfiée. Privée d'un champ magnétique robuste tel que celui de la Terre, la planète aurait vu le rayonnement solaire éroder son enveloppe gazeuse, la laissant froide et aride. L'océan s'est tout simplement évaporé. Une partie de l'eau s'est échappée dans l'espace, tandis que le reste s'est figé dans le sous-sol, ou s'est retrouvé piégé au sein des calottes polaires. Ce qu'il en reste aujourd'hui n'est qu'un vestige spectral, des canaux asséchés et des dépôts salins. Pourtant, il semble que cette transformation n'ait pas été soudaine. Elle s'est opérée au fil de millions d'années, alors que la planète passait d'un monde chaud et humide à un désert froid et désolé.
En réalité, Mars a conservé ses océans même après que les températures ont chuté sous le point de congélation. Certaines régions, notamment les basses terres du Nord, auraient pu demeurer humides pendant de nombreux siècles. Mais l'eau ne devrait-elle pas geler en dessous de 0 degré? En principe, oui. Toutefois, plusieurs facteurs auraient pu retarder ce phénomène. L'épaisse atmosphère de Mars, bien sûr, mais aussi la circulation d'eau tiède à travers des courants souterrains ou de surface. Et pendant cette période évoquée plus tôt, du Noachien jusqu'à la fin de l'Hespérien, la vie aurait très bien pu trouver un chemin. Sur Terre, les microbes prospèrent dans des conditions extrêmes, sous les glaces antarctiques, dans les sources hydrothermales abyssales, ou encore dans des lacs volcaniques chargés de toxines. La vie se moque bien de tels obstacles. Ainsi, ces époques martiennes auraient pu lui être propices. Mais ne vous y trompez pas, Mars n'a jamais été un Éden luxuriant. Même durant ses phases dites tempérées, elle ne ressemblait en rien à une planète verdoyante. Dans ses jeunes années, elle présentait des conditions plus extrêmes, plus proches de celles de la Terre primitive. Au cours de l'époque noachienne, elle était certes chaude, mais également humide. Puis le climat a basculé vers l'Hespérien. Les océans s'étendaient alors sur les basses plaines du Nord. Les températures ont chuté et la neige s'est accumulée, formant d'immenses glaciers dans l'hémisphère sud, métamorphosant la planète en un désert glacé. L'existence d'une vie microscopique à cette époque est plausible. Mais une civilisation intelligente, c'est nettement moins probable. Le carré devenu viral ne constitue en rien une preuve de vie intelligente, et voici pourquoi. Tout d'abord, beaucoup s'alarment à l'idée que la nature ne trace pas de ligne droite. Or, cette affirmation est fausse. En vérité, la nature en génère fréquemment. Prenez par exemple la chaussée des Géants, en Irlande du Nord, une étendue spectaculaire de colonnes hexagonales en basalte. Ce phénomène est entièrement naturel, résultat direct d'une activité volcanique ancienne. On peut également citer la Tour du Diable, dans le Wyoming. Vous vous souvenez sans doute du film Rencontre du troisième type, sorti dans les années 80? Cette structure rocheuse symétrique s'est formée par simple érosion. Vue depuis l'espace, elle semblerait pourtant artificielle. Alors, que penser de ce carré? Il pourrait tout simplement s'agir d'un schéma de fracture dans la roche, ou d'un terrain fissuré en ligne droite sous l'effet de la contrainte. Ce type de formation est courant sur Terre, lorsque la roche se dilate ou se contracte avec le temps. Sur Mars, où le sol subit en permanence l'impact de météorites, les vents violents et des écarts de température extrêmes, de telles contraintes sont inévitables. Il s'agit ici d'un cas typique de pareidolie, ce biais cognitif qui pousse notre cerveau à détecter des formes familières dans des motifs aléatoires. C'est un mécanisme que l'évolution a favorisé. Voilà pourquoi nous croyons parfois discerner des visages dans des troncs d'arbres, des animaux dans les nuages, ou des silhouettes dans des formations naturelles. Par ailleurs, la NASA photographie Mars depuis des décennies. Nous disposons d'images en haute résolution de cratères, de chaînes montagneuses, de vallées, de lits asséchés. Une civilisation ancienne n'aurait-elle pas laissé derrière elle, disons, quelque chose d'un peu plus probant qu'un simple rocher carré? Même en tenant compte de l'érosion, nous devrions repérer davantage d'indices. Routes, fondations, objets, ruines, au moins une trace tangible. Cela dit, il est vrai que l'on perçoit bien quelque chose. Ce carré n'est pas le premier phénomène martien à nous troubler. Au fil des années, on a cru identifier toutes sortes de choses, des tunnels au visage sculpté, et même Bigfoot, ou encore cette ouverture, parfaitement rectangulaire, semblable à une porte. C'est précisément ce que le public a cru apercevoir dans l'image des falaises orientales du mont Sharp, transmise par Curiosity. On pourrait presque y voir un ancien passage menant vers les profondeurs, comme s'il suffisait d'y entrer pour découvrir une base souterraine. La NASA a décidé d'examiner cette étrange ouverture de plus près. Résultat. Elle ne mesure que 30 cm de haut pour 40 cm de large, soit la taille d'une chatière. Ce que nous observons n'est donc pas une entrée, mais une fracture ouverte, une fente dans la roche formée naturellement avec le temps. Ce type de fissure est extrêmement répandu, aussi bien sur Terre que sur Mars. Il résulte de tensions dans le substrat rocheux, qui peut se dilater, se contracter ou s'éroder sous l'effet du vent et des siècles. Si vous traversiez un désert terrestre, vous croiseriez quantité de formes analogues. Les canyons, les falaises, voire les blocs de pierre présentent souvent des failles qui, sous le bon angle, évoquent des portes. La seule différence, c'est que la NASA ne les photographie pas. Quant à la supposée rectitude des lignes, elle n'était qu'une illusion d'optique due à l'angle de vue.
En élargissant le champ, on découvre qu'il s'agit d'une simple entaille dans une structure rocheuse, bien plus vaste. Songeons aussi au fameux visage de Mars, photographié en 1976 par la sonde Viking 1 alors qu'elle cartographiait la planète. Dans la région de Sidonia, elle a capturé une formation rocheuse d'environ 2 km de long, ressemblant à un immense visage humanoïde. Cette image à elle seule a suscité livres, films, documentaires et podcasts. Mais, à l'époque, les caméras embarquées sur les orbiteurs Viking n'étaient guère perfectionnées. La résolution était faible, les détails flous. Les missions suivantes disposaient d'instruments bien plus performants. En 2001, Mars Global Surveyor a revisité la région. Et cette fois, plus aucun doute n'était possible. Le visage n'était qu'une colline. Une structure rocheuse irrégulière, marquée de crêtes et de creux modelés par les vents et l'érosion. En 2006, une autre mission a permis de capturer une image en couleur, d'une précision remarquable, et le moindre vestige de visage s'était dissipé. Une nouvelle démonstration du pouvoir trompeur de l'appareil Dolly. Mars recèle encore bien des énigmes à élucider, mais elle relève de son passé géologique, non de l'héritage d'une civilisation oubliée. Morale de l'histoire. Ne croyez pas tout ce que vous voyez circuler en ligne. Parfois, un rocher mystérieux n'est rien d'autre qu'un rocher. Bientôt, nous pourrions commencer à construire des tas de choses sur la Lune. En effet, la mission lunaire indienne, Chandrayaan-3, a récemment détecté du soufre près du pôle sud de notre satellite naturel. Cet élément chimique pourra se révéler très utile lorsque nous débuterons nos travaux d'infrastructure sur l'astre de la nuit. C'est la première fois que nous découvrons cet élément chimique très prisé sur la Lune. Sur Terre, on le trouve principalement près des volcans. Son apparition sur la Lune en dit long sur l'histoire volcanique du satellite et sur ses conditions atmosphériques passées. Le rover de la mission a détecté cet élément chimique moins d'une semaine après s'être posé à environ 70 degrés du pôle sud de la Lune, le 23 août 2023. Cet atterrissage historique sur la surface lunaire a fait de l'Inde le 4e pays à réussir l'alunissage d'une mission. C'est également le premier engin spatial à se poser aussi près du pôle sud de notre satellite. Il s'agit d'une importante zone stratégique, car on pense qu'elle abrite des gisements de glace d'eau. Si c'est vrai, les missions futures pourraient être en mesure de recueillir cette glace pour la transformer en eau potable ou même en carburant pour fusées. Pendant 2 semaines, l'atterrisseur a collecté des données, principalement axées sur l'analyse du sol lunaire et de son atmosphère extrêmement ténue. Pendant ce temps, le rover solaire Pragyan a commencé sa quête d'eau gelée sur la Lune. Quant à l'atterrisseur, il a réalisé un nouvel exploit le 3 septembre. L'engin spatial a allumé ses moteurs et s'est élevé d'environ 41 cm dans les airs. Il a ensuite fait un petit saut pour atterrir à une quarantaine de centimètres de sa position initiale. Il s'agit vraiment d'une prouesse. Il est essentiel pour les futures missions de pouvoir relancer un atterrisseur à la surface de la Lune. Cela montre qu'il sera possible de renvoyer sur Terre, et en toute sécurité, des échantillons de sol et des astronautes après une mission lunaire. En septembre, la sonde indienne a été mise en veille. La nuit lunaire de 14 jours approchait, et la sonde n'était pas conçue pour collecter des données scientifiques durant cette période. À ce jour, plusieurs résultats majeurs de la mission nous ont été communiqués. L'un d'entre eux concerne la mesure de la température de la couche supérieure de la Lune à différentes profondeurs. Curieusement, la surface du satellite dans cette région s'est révélée plus chaude que prévu. On pensait que la température pouvait se situer entre 20 et 30 degrés Celsius à la surface. Or, elle avoisinait les 70 degrés. Une vraie surprise. L'autre découverte concerne la présence de plusieurs éléments chimiques, dont l'oxygène. Par ailleurs, les données reçues confirment la présence d'aluminium, de calcium, de fer, de titane, de silicium et d'autres éléments chimiques sur la surface lunaire près du pôle sud. Le rover a également utilisé des instruments spéciaux conçus pour mesurer les tremblements et les grondements souterrains afin de déterminer l'activité sismique.
Et cela nous ramène au soufre détecté grâce au spectroscope du rover. Les scientifiques cherchent actuellement à savoir si cet élément s'est formé à la surface de manière naturelle ou s'il est le résultat d'une activité volcanique ou d'une collision avec un météore. Une autre trouvaille étonnante sur la Lune, une pierre. Il s'agit peut-être de la plus ancienne roche terrestre jamais découverte. Cet éclat de 2 cm de large trouvé au milieu d'une grande quantité de roches ramenées sur notre planète par les astronautes de la mission Apollo pourrait s'avérer être un fragment de la Terre vieux de 4 milliards d'années. Et ça pourrait nous aider à mieux comprendre les chocs violents que la Terre a subis à l'aube de sa vie. Voici ce que les scientifiques supputent. Peu après la formation de cette roche, un impact d'astéroïde l'aurait projeté hors de la Terre. À l'époque, notre satellite était 3 fois plus proche de notre planète qu'il ne l'est aujourd'hui. La collision aurait été si puissante que ce caillou aurait atterri sur la Lune. Plus tard, ce fragment aurait été englouti dans une brèche lunaire, une sorte de roche hétérogène. Finalement, la roche a été ramenée sur Terre par les astronautes d'Apollo 14. Nous avions déjà trouvé des météorites provenant de Mars et de la Lune, mais c'était la première fois qu'une roche provenant de la Lune s'avérait être une météorite terrestre. Les scientifiques ont également découvert que la roche s'était formée dans un environnement riche en eau, à une température et une pression correspondant à celle qui règne à environ 19 km sous la surface de notre planète. En 2019, la mission chinoise Chang'e 4 est entrée dans l'histoire en se posant sur la face cachée de la Lune. Le rover de cette mission a permis aux chercheurs de visualiser les structures enfouies sous la surface du satellite, révélant des milliards d'années d'histoire lunaire. Le rover Yutu-2 a fait cette découverte grâce à son radar à pénétration lunaire. Il a obtenu des images en profondeur et réalisé une échographie des structures cachées sous la surface de la Lune. Il s'est avéré que ces structures se trouvaient à une profondeur de près de 300 mètres. Les recherches suggèrent que les 40 premiers mètres sous la surface sont constitués de couches de poussière, de terre et de roches. Les instruments utilisés ont également découvert un cratère caché qui a dû se former après qu'un objet de grande taille a percuté la surface de la Lune. Il y a très longtemps, de la lave s'écoulait probablement dans ces profondeurs. Selon les chercheurs, les roches brisées autour de cette formation seraient des débris produits par l'impact. Ils ont aussi constaté que plus les couches de roches volcaniques étaient proches de la surface, plus elles étaient minces. Une telle variation dans l'épaisseur des coulées indiquerait une diminution du nombre et de l'ampleur des éruptions au fil du temps. Ainsi, l'activité volcanique aurait progressivement diminué depuis la formation de la Lune il y a environ 4 milliards et demi d'années. Sur la face cachée de la Lune se trouve l'un des plus grands et des plus anciens cratères d'impact de notre système solaire, le bassin pôle Sud-Aitken. Hélas, depuis la Terre, on ne peut voir que son bord extérieur, qui ressemble à une immense chaîne de montagnes. Il s'agit d'une énorme cavité de 13 km de profondeur, qui s'étend sur plus de 2500 km de diamètre et couvre un quart de la surface de la Lune. Les astronomes sont certains que ce cratère est apparu lors de la collision d'un astéroïde avec la Lune, il y a environ 4 milliards d'années. Et maintenant, regardez ce gigantesque morceau de métal. Il fait 4 fois la taille du Connecticut. Quant à son poids, exprimé en livres, il est suffisant de savoir qu'il comporte 18 zéros. Cette masse mystérieuse est cachée à environ 290 km sous la surface de la Lune, quelque part au milieu du bassin pôle Sud-Aitken. Elle a été découverte lors de la collecte de données effectuée par la mission GRAIL, ou Gravity Recovery and Interior Laboratory, de la NASA. En examinant ces informations, les scientifiques ont remarqué qu'à un endroit de la surface de la Lune, il y avait un étrange changement de gravité. Après avoir étudié ce phénomène, ils ont conclu que quelque chose de mystérieux devait peser sur le fond du bassin. Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas trouvé l'origine de ce bloc étrange. Mais il existe plusieurs théories. Selon l'une d'entre elles, il s'agirait d'un morceau d'oxyde dense, apparu lorsque la Lune commençait à se former. À cette époque, le satellite était encore recouvert d'océans de magma, et le morceau pourrait s'être formé au dernier stade de son refroidissement. Cependant, la plupart des scientifiques soutiennent une autre théorie.
Cette masse étrange serait en réalité un morceau de l'astéroïde géant qui a jadis créé le bassin pôle Sud-Aitken. Cette masse étant métallique, il s'agit probablement du noyau de fer et de nickel de l'astéroïde. Il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont reçu des données topographiques et ont découvert une grotte immense sous la surface de notre satellite. Il pourrait s'agir du résultat d'une activité volcanique intense datant de plus de 3 milliards d'années. Les coulées de lave ont durci, créant une croûte épaisse et dure à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lave continuait à couler, faisant fondre la roche et créant des tunnels et des grottes. De nombreux petits puits découverts par la NASA à la surface de la Lune semblent être les ouvertures de ces tunnels de lave. Si cette théorie est confirmée, ces tunnels souterrains pourraient non seulement être très pratiques pour les futures missions spatiales habitées, mais aussi constituer des réserves d'eau d'une importance vitale pour les astronautes. Que diriez-vous d'un astre mystérieux ayant jadis orbité entre Mars et Jupiter? Aux premières heures du système solaire, un événement catastrophique aurait causé sa destruction. Ce corps céleste hypothétique, baptisé Phaéton, n'a jamais été observé directement. Mais certains pensent que les débris issus de sa désintégration pourraient avoir formé la ceinture d'astéroïdes. Si ce type de contenu vous intéresse, nous vous invitons à manifester votre soutien non hypothétique en vous abonnant. Cela nous est très précieux. Merci. Au début du 19e siècle, l'existence de la ceinture d'astéroïdes n'était pas encore connue. Cependant, en 1801, un astronome identifia Cérès, le plus grand astéroïde de notre système solaire. À cette époque, l'idée qu'une planète se trouvait entre Mars et Jupiter était largement acceptée. Et Cérès semblait un candidat idéal. Mais dès l'année suivante, un autre astronome découvrit un second objet céleste sur une orbite comparable. Un astéroïde qui fut par la suite nommé Pallas. Ces découvertes conduisirent les scientifiques à penser que ces deux corps pouvaient être des fragments d'une ancienne planète ayant existé dans cette région du système solaire. Les observations ultérieures de deux autres astéroïdes, Junon et Vesta, renforcèrent encore cette hypothèse. Ce n'est qu'au XXe siècle que cette planète hypothétique reçut un nom, Phaéton. Ce terme, tiré de la mythologie grecque, signifie « le brillant ». Selon la légende, Phaéton était le fils d'Hélios, le dieu solaire, qui traversait quotidiennement le ciel avec son char, apportant chaleur et lumière à l'humanité. Un jour, Hélios permit à Phaéton de conduire son char, mais celui-ci perdit le contrôle des chevaux. Le désastre qui s'ensuivit menaça de réduire la Terre en cendres, contraignant Zeus à intervenir en foudroyant Phaéton pour éviter une catastrophe. L'hypothèse selon laquelle la ceinture d'astéroïdes serait née de la destruction dramatique d'une planète a été qualifiée de théorie de la rupture. Plusieurs scénarios ont été avancés pour expliquer ce destin tragique. Le plus évident suggère que Phaéton aurait été percuté par un immense objet spatial, peut-être un autre corps hypothétique connu sous le nom de Némésis, que certains considèrent comme une étoile compagne de notre Soleil. D'après cette théorie, le Soleil serait accompagné d'une petite étoile dont l'orbite extrêmement elliptique l'amènerait périodiquement à s'approcher du nuage de Oort, cette vaste région peuplée d'objets glacés entourant le système solaire. Ces passages causeraient un désordre considérable, ce qui a valu à cette étoile hypothétique le surnom évocateur d'étoile de la mort. Elle pourrait être une naine rouge ou brune, mais quelle que soit sa nature, on estime que son point orbital le plus éloigné se situe à environ 1,5 années-lumière. Malgré des décennies de recherche, personne n'a encore pu localiser cet astre insaisissable, dont l'existence reste à prouver. Revenons néanmoins à Phaéton. Une autre théorie propose que la planète ait été détruite par un cataclysme interne, ayant littéralement provoqué son éclatement. Cependant, de nos jours, la théorie de la rupture a perdu de sa crédibilité. Elle a été supplantée par la théorie de l'accrétion, qui postule que la ceinture d'astéroïdes se serait formée par un processus d'agrégation progressive. Selon cette vision, des particules initialement en suspension dans un environnement gazeux se seraient regroupées au fil du temps pour constituer des corps de plus en plus imposants. La gravité a permis d'attirer ces particules, favorisant leur cohésion pour former des planétésimaux. Ces petits corps, similaires à des embryons de planètes, qui évoluent ensuite en véritables corps célestes. Les planétésimaux, en entrant régulièrement en collision, se sont développés peu à peu pour devenir des protoplanètes. Ces dernières, à leur tour,
ont continué de croître jusqu'à former des corps planétaires. Au fur et à mesure que la masse de ces objets augmentait, les forces gravitationnelles entre les particules se renforçaient, permettant la capture de gaz, de poussière et de glace présents dans le disque nébulaire. Ce processus déclenche un effet boule de neige où l'accroissement de la masse entraîne l'intégration de toujours plus de particules dans ce mécanisme de formation. À terme, les matériaux disponibles s'épuisent, laissant derrière eux de grands corps célestes qui dérivent dans l'immensité obscure de l'espace. Aujourd'hui, de nombreux experts considèrent que la ceinture d'astéroïdes est en fait constituée des vestiges du disque protoplanétaire qui orbitait autour du Soleil avant la formation des planètes. Hélas, cette région n'a jamais pu donner naissance à une planète, principalement à cause de l'influence gravitationnelle de Jupiter, qui a empêché tout regroupement significatif. En définitive, bien que l'histoire de Phaéton ait longtemps captivé l'imagination, elle n'est plus en vogue à présent.